Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fera partie de la catégorie FAQ où je réponds aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires pour la précédente vidéo de cette catégorie. Si vous avez des questions sur des sociétés concrètes, je vous invite de faire la même chose pour cette vidéo. Donc mettez-moi des questions dans le commentaire pour que je puisse les rajouter dans la liste et les voir dans les prochaines vidéos de cette catégorie. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre des petits likes, ça me fait beaucoup plaisir pour remercier pour le travail que je fais. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez un lien PayPal si vous voulez soutenir la chaîne et me motiver d'enregistrer de plus en plus de vidéos. Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs sociétés et nous allons pas mal voir des sociétés du secteur pharmaceutique et les biotech. Et je veux commencer cette vidéo par la biotech française Genfit parce que m'a posé des questions, m'a posé beaucoup de questions sur cette entreprise. Mais avant de parler des biotech, en fait, j'aimerais bien répéter un peu ce que je disais déjà dans une des précédentes vidéos quand on analysait Gilead, si je ne me trompe pas. Que les biotech, en fait, quand vous investissez, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est des biotech qui sont déjà bien implantés, qui ont déjà des produits qui fonctionnent, qui sont ont déjà beaucoup de chiffres d'affaires et du résultat. Souvent, même, ils payent des dividendes, même si c'est un peu plus rare. Et une autre catégorie des biotech, c'est des quasi-startups, en fait. C'est des sociétés qui travaillent sur des créneaux très particuliers qu'il faut déjà maîtriser. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous investissiez un petit peu votre temps pour vous former, pour bien sélectionner les biotech qui ont beaucoup de potentiel. Et là, franchement, c'est quelque chose, ça c'est l'endroit où vous pouvez faire beaucoup d'argent, mais par contre, il faut être très diversifié. Ça, c'est le mot-clé si vous investissez dans les biotech, c'est qu'il faut surtout être diversifié parce que sur une vingtaine de biotech que vous allez acheter, probablement une ou deux qui vont faire la fortune, il y en a certaines qui vont rien faire, les autres qui vont complètement disparaître. Donc forcément, il ne faut pas miser beaucoup sur une seule biotech, bon, à moins que vous avez évidemment les informations internes sur des sociétés, mais ça c'est un cas complètement à part. Mais dans un cas général, si vous voulez investir, la stratégie doit être très particulière. D'ailleurs, c'est une stratégie qui m'intéresse beaucoup en ce moment, parce que moi je commence à regarder de plus en plus les biotech. C'est que de comprendre en fait quels sont des créneaux les plus porteurs, parce que maintenant il y en a énormément, surtout aux États-Unis. Vous pouvez trouver des biotech qui font tout et n'importe quoi, et parfois même quand je lis des articles sur ces secteurs, ça me fait vraiment rêver parce qu'ils font des choses que j'ai jamais pensé que ce soit possible aujourd'hui. Souvent, ils font des médicaments ou des solutions pour vraiment des technologies d'avenir. Donc, parce que par exemple, vous pouvez quelque part planifier les enfants, des choses comme ça. Souvent, au niveau ils proposent des produits qui sont hors de prix, donc souvent, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros pour bénéficier de pas les médicaments, mais de leurs solutions. Bon, là, je parle des biotech bien concrètes. Mais en général, c'est souvent des sociétés qui sont focusées sur un petit créneau sur lequel ils se sont positionnés. Et il faut bien comprendre quelles sont les chances que cette entreprise réussisse. Évidemment, on ne peut pas l'estimer de manière sûre, et donc c'est pour ça que c'est là où la diversification va vous aider. Donc faites attention parce que c'est tout un business model. Moi, j'aurais fait même un portefeuille peut-être quelque part à part pour les biotech, où je le mettrais uniquement de manière très diversifiée, les biotech sans être exposé de plus de 1-2% par ligne de ce portefeuille. Donc je pense que c'est une stratégie qui peut être très intéressante, d'un côté parce que vous investissez quelque part dans l'avenir, donc du point de vue éthique, c'est complètement en ligne avec ma propre philosophie d'investissement, mais aussi c'est quelque chose qui vous fait évoluer, vous apprenez des choses, et troisième avantage, c'est que c'est décorrélé par rapport aux marchés globaux. Donc une seule biotech, si elle a réussi avec un médicament, elle peut largement surperformer tous les marchés, donc la corrélation avec les grands indices peut être assez faible. Donc cette première société que nous regardons aujourd'hui, Genfit, elle est spécialisée dans les pathologies cardiométaboliques, si je me prononce bien, voilà. Plus particulièrement dans le traitement de la NASH. Donc là, j'ai aucune expertise dans ce domaine, donc malheureusement, je ne pourrais pas vous renseigner. Si vous êtes intéressé, évidemment, vous devez aller voir ce secteur, comprendre qu'est-ce que c'est exactement, quels sont les enjeux, quel est le potentiel, etc. Donc cette société, c'est une small cap, en fait d'ailleurs elle est éligible, si je ne me trompe pas, sur le
package fiscal de PEA, PME. Donc là, je ne sais pas si vous en avez. Je sais que beaucoup des personnes qui regardent la chaîne Mind du Cash, ils ont des PEA, mais PEA, PME, je ne sais pas s'ils sont nombreux. Donc en tout cas, si je ne me trompe pas, cette entreprise est éligible pour ce package fiscal d'investissement dans les PME françaises. Donc, cette société, aujourd'hui, elle est en perte totale. Donc, je pense que regarder même les fondamentaux dans l'état actuel des choses ne représente aucun intérêt parce que c'est une société qui perd de l'argent, clairement. Et donc, les free cash flow négatifs. Mais vous voyez, typiquement, ça, le chiffre d'affaires en stable comme ça, c'est très typique pour les jeunes biotech, sur des biotech semi-startup, où on voit aucune encore résilience dans leur chiffre opérationnel. Donc ce que vous faites ici, c'est un jeu de poker. Donc vous essayez de gagner sur... vous investissez dans une entreprise en espérant ils vont aller au bout de leur projet. C'est quasiment venture capital investment. C'est comme si vous investissez dans une nouvelle startup, vous croyez dans l'équipe, vous croyez dans leur projet. Probablement c'est en ligne avec votre objectifs et votre philosophie d'investissement, et vous investissez dedans. Donc il faut bien comprendre qu'analyser les chiffres passés, ça ne représente aucun intérêt. Donc ce que vous misez, c'est juste sur une chance de gagner vraiment que cette entreprise réussisse dans son projet et devienne une nouvelle grande biotech qui passera d'une catégorie de petites biotech start-up dans des catégories comme Société Gilead par exemple, des grandes biotech. Voilà, donc ce qui est intéressant ici, c'est probablement l'analyse technique, parce que l'analyse technique, dans les prix, quelque part, il représente les attentes des marchés par rapport à ces entreprises. Et cela reflète le sentiment du marché, leur résultat des tests des différents médicaments. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour ce type d'entreprise, parce que de toute façon, vous savez que le chiffre opérationnel passé, dans l'état actuel de leur business, ne représente pas grand-chose. Donc, nous allons regarder premièrement l'image technique pour Genfit. Donc déjà, on voit que cette entreprise, elle a été introduite en bourse en avril 2014, à peu près. Et effectivement, elle a tout de suite subi une énorme, souvent ça arrive pendant les IPO, une énorme hausse en bourse, parce qu'évidemment, quand ils sont introduits, il y avait beaucoup d'espoir par rapport à cette entreprise. C'était tout à fait normal de voir cette ascension impressionnante de $20. Visiblement, c'était autour de cours d'introduction en bourse qui est passé à presque $70. Et ça reste toujours le maximum pour cette entreprise. Ensuite, en fait, il faut bien comprendre qu'il y aura des mouvements spectaculaires sur ces valeurs-là, parce que chaque annonce de résultats sur leur test de leurs médicaments représente une nouvelle principale du marché. Donc, si c'est réussi, ça peut flamber de 100% en une seule journée. Si ce n'est pas réussi, dans ce cas-là, ça peut chuter de même, pas de 100%, mais dans les deux ordres de 40-60%, c'est tout à fait possible pour ce type de valeur, il ne faut pas s'étonner. Et c'est pour ça, je vous répète, si vous investissez dans ces valeurs, il faut être très diversifié. Il faut, même si vous êtes convaincu, même si vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise, vous ne savez pas ce qu'ils font dans leur laboratoire, il faut toujours être diversifié et se mettre une limite de ne pas dépasser un certain pourcentage de votre portefeuille pour des petites biotech. Par exemple, pour les biotech qui ont déjà réussi, type Gilead, que nous parlons déjà souvent sur ma chaîne et qui est dans mon portefeuille personnel, vous pouvez allouer plus pour cette entreprise. Mais par contre, parce que cette entreprise, il a déjà des médicaments qui vendent régulièrement, il a déjà stabilité de chiffre d'affaires, elle gagne de l'argent, il y a du cash flow, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes types d'investissement. Donc voilà, donc là ici on voit des énormes vraiment chutes. Je pense que la question sur cette entreprise que j'ai reçue à plusieurs reprises, elle est liée effectivement à cette énorme chute qu'on a vue au mois de mars, quand l'entreprise il s'est ouvert avec un gap de, j'ai l'impression, de 60% presque. Et c'est lié au... En fait, c'est très simple. En fait, on va voir sur Boursorama tout de suite, parce que ça, c'est un site que je pense que vous utilisez souvent. Voilà, donc là, on va voir tout de suite dans les actualités qui concernent cette valeur, qu'est-ce qui s'est passé exactement au début mars 2020. Et donc là, on a toutes les nouvelles. On va certainement trouver quelque chose qui s'est passé au mois de mars.
Donc voilà, et là, ça c'est la nouvelle que nous avons cherchée. Ça, c'est le résultat décevant pour le traitement de GenFit. Et donc, effectivement, ça, c'est typiquement le comportement d'une biotech. Donc, visiblement, ça, c'est le produit phare. Ça, c'est grâce à ce produit pour le traitement de la NASH que la communauté des investisseurs s'attendait des bons résultats. Et finalement, quand les résultats sont décevants, ça peut remettre en cause tout le business model de cette entreprise. Et donc, si vous regardez ici, évidemment, les cours de bourse ont chuté littéralement au plancher immédiatement parce que tout ce qu'on s'attendait de cette entreprise, c'était juste la réussite sur ce point exact. Et donc, ça n'a pas été confirmé par le marché. Et désormais, on s'approche vraiment des niveaux du jamais vu. Ça, on est au plus bas historique pour cette entreprise. Si vous vous positionnez maintenant, dans ce cas-là, il faut se positionner, comme je vous ai dit déjà, dans une stratégie semi-optionnelle. Donc, c'est-à-dire que vous achetez en être prêt psychologiquement de perdre l'ensemble de votre ligne. Donc, bien gérer votre exposition. Donc, votre ligne doit correspondre au montant que vous êtes prêt à perdre entièrement. Par exemple, si votre portefeuille vous permet de perdre 500 euros ou 1000 euros sans vous faire trop mal au cœur, dans ce cas-là, investissez ce montant. Par contre, si cette entreprise annonce des bonnes nouvelles et finalement les cours reviennent sur l'heure normale, parce que là, il y a eu quand même une tendance haussière avant cette chute, donc elle peut facilement revenir très rapidement sur les 20 euros et vous allez faire X fois votre mise. Donc, c'est uniquement cette stratégie qui peut fonctionner pour ce type d'entreprise. Mais encore une fois, je vous répète, la clé d'investir sur des valeurs de ce type, c'est la gestion de votre risque, dont la diversification. Donc, pour la deuxième société que nous allons regarder dans le secteur proche mais un peu différent, ça s'appelle Medtronic. C'est une société, je suppose que c'est une société anglaise, si je ne me trompe pas. Vous savez, je fais exprès justement pour ne pas préparer mes vidéos, ne soyez pas étonnés parce que comme ça vous allez voir comment je cherche les informations pour des sociétés que je ne connais pas nécessairement et ça vous donnera après des idées pour comment selon les secteurs, selon la typologie de l'entreprise que je vois assez rapidement, je commence à chercher des infos qui sont les plus importantes pour avoir un premier aperçu sur une telle ou telle entreprise. Donc Medtronic déjà. C'est une société de services de technologies médicaux. En fait, ils fournissent les appareils médicaux et les diagnostics. Donc, ça me fait énormément penser à la société que j'ai dans mon portefeuille, qu'on parle aussi souvent. Bon, on parle aussi souvent parce que je l'ai dans le portefeuille. Ça s'appelle Abiomed. En fait, c'est un petit peu le même type d'entreprise. Et j'aime beaucoup ce secteur pour une seule simple raison, que les laboratoires qui utilisent ces produits, ils changent rarement d'avis. Parce qu'imaginez que les hôpitaux ou les laboratoires médicaux qui ont l'habitude de travailler avec des systèmes, certains systèmes, en fait, et même si elles sont un petit peu plus chères, bon, parfois beaucoup plus chères, ils préféreront de continuer à travailler avec les systèmes auxquels ils font confiance plutôt que passer sur autre chose qu'ils ne connaissent pas en prenant des risques. Évidemment, les risques médicaux, c'est pas du tout le même niveau de risque. Donc, c'est nécessairement des sociétés où il y a beaucoup d'avantages concurrentiels potentiellement, et donc du coup, on peut avoir des marges qui sont importantes. Donc, on va voir. Si je ne connais pas cette entreprise, je vous promets, je la vois. Bon, pour la première, j'ai vu le nom, mais j'ai jamais analysé cette entreprise, mais ça ne m'étonnerait pas que les marges seraient assez importantes. Donc voilà. Donc overview cette entreprise pour déjà, regardons la taille. Comme je vous ai dit, l'entreprise de secteur médical, même si ce n'est pas une biotech, c'est important de se rendre compte de quelle grandeur d'entreprise nous sommes en train de regarder. Déjà, le cours de bourse présage d'une entreprise relativement importante. Eh bien, le market cap, donc c'est un peu la honte que je ne le connais pas, c'est 130 milliards de dollars, donc c'est une énorme entreprise qui verse les dividendes. Si elle verse les dividendes, ça veut dire qu'ils ont du résultat, qu'ils ont du chiffre d'affaires, et je ne serais pas étonné que, encore une fois, cette entreprise sera rentable. Donc 28% en PER, c'est-à-dire que cette entreprise est très bien valorisée par le marché, donc c'est-à-dire qu'il y a quoi valoriser, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes pour cette entreprise à moyen long terme pour qu'elle continue à se développer et continue à grandir. Vous savez, le PER, c'est un ratio que beaucoup de débutants utilisent, mais il y a beaucoup de critiques, et moi, je n'aime pas du tout ce ratio. Mais il est intéressant pour avoir un aperçu très global sur une entreprise, pour une seule simple raison que quand vous regardez le PER, si c'est trop bas, cela veut dire que le marché n'aime pas cette valeur. Donc, cela veut dire qu'il a vendu trop et il s'attend que c'est plutôt les fondamentaux qui vont rattraper le cours de bourse que l'inverse. Donc, il ne faut pas un peu trop
être un peu trop excité par rapport au PER bas, c'est pas nécessairement un bon investissement. Typiquement, pour des valeurs pétrolières aujourd'hui, quasiment tous les PER sont très bas. Mais par contre, c'est parce que le secteur n'a presque pas de futur. Donc après, ça c'est mon avis. Évidemment, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis très négatif sur le pétrole à long terme. Donc j'ai pas forcément... et donc du coup, les PER, ça fait longtemps qu'ils restent bas. Donc voilà, après cette crise de coronavirus, ils sont devenus encore plus bas. Et beaucoup, en fait, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, qui regardent ma chaîne, pensent que c'est une grande opportunité d'y investir. Donc voilà. Donc regardons. Donc selon tous les chiffres vraiment globaux, c'est une entreprise très solide. Donc earning per share c'est positif, donc elle gagne de l'argent, il n'y a aucun problème. Regardons un petit peu plus en détail. Donc voilà, donc PER qu'on a déjà vu. Price to sales, donc elle est chère déjà, donc 4 fois et demi. 4 fois et demi année de chiffre d'affaires elle est valorisée, donc c'est beaucoup. Juste pour vous donner un petit peu de repères, par exemple, quand une entreprise achète une autre dans les secteurs de PME, des petites moyennes entreprises, en général, vraiment, la valorisation d'entreprise à la louche se fait souvent par rapport à 2 ans de chiffre d'affaires. Donc ça fait un peu moyenne, très très moyenne. Bon, évidemment, il faut nuancer largement cette valorisation, mais 4 fois et demi, donc ça veut dire que c'est une entreprise très bien valorisée. Voilà, bon, là, on voit tout de suite les marges. Comme je vous ai dit, les appareils médicaux, c'est souvent des avantages concurrentiels. Les marges de presque 68%, c'est énorme, et la marge nette, compte tenu de la structure, compte tenu les prix, les salaires, etc., l'allocation de locaux, ça reste quand même 16% et demi, ce qui est très confortable. C'est vraiment une entreprise très solide. Après, bon, entreprise solide, on va voir le graphique tout à l'heure, mais je pense aussi que c'est une entreprise qui doit être relativement chère. Donc, par contre, les rentabilités me déçoivent un peu. Parce que moi, je m'attendais d'avoir une rentabilité beaucoup plus importante. Déjà, return on equity, on va dire, moi je la considère un peu comme une rentabilité brute parce qu'elle ne tient pas compte de la dette. Euh, Moi, je m'intéresse aux sociétés qui sont dans les alentours de 15 et plus pour equity, que je commence vraiment à être considéré comme très intéressante. Je vais vous montrer mon Abiomed que j'ai dans mon portefeuille, par exemple. Et de mémoire, en fait, là, elle m'a fait déjà 70% mon Abiomed. Et en plus, elle monte encore. Je ne sais pas jusqu'à où il va monter. Je vais bientôt doubler ma position depuis mars. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez suivi mon conseil sur Abiomed à l'époque. Bon, c'est pas le conseil. Encore une fois, je suis un amateur, je ne donne pas des conseils. Je vous transmets juste mon point de vue de marché, mais ça, c'était vraiment une réussite. C'était ma meilleure performance actuellement dans le portefeuille. Bon, vous voyez, c'est beaucoup mieux quand même, hein. Donc, et là, vous voyez, donc là, la rentabilité est bien plus importante. Donc, c'est 20%, et même pour l'investment, compte tenu de la dette, parce qu'ils ont presque pas de dette, certainement. Donc, voilà, il y a zéro dette ici, en fait. Non, Abiomed, c'est vraiment une société de folie. Mais elle est trop chère maintenant. Mais moi, je trouve même qu'elle est trop chère. Donc, et ici, on n'est que à 10. Et on passe à 5 compte tenu de la dette. Donc ça veut dire que la dette doit représenter à peu près 50%, je sais pas. Oui, 50%, vous voyez. Exactement 50% de la dette. Donc c'est ça, on peut l'avoir déjà ici. Voilà, donc désolé, j'ai pas éteint mon téléphone pendant la vidéo. Je ferai plus ça. Vous pouvez me mettre en dislike si vous voulez pour ça. Je serai plus organisé la prochaine fois. Donc voilà, donc cette entreprise un peu me déçoit par rapport à sa rentabilité et visiblement il y a des earnings qui sont en train de baisser. Donc probablement ce que je viens de vous dire c'est que il sera au plus haut, c'est peut-être pas le cas. On verra sur le graphique tout à l'heure. Il y aura un petit peu d'endettement, donc elle est beaucoup plus faible que Abiomed, clairement, mais espérons que le prix sera plus intéressant, parce qu'Abiomed elle est cher. Donc là, 2,3, avec notre contexte des taux zéro, c'est pas trop mal. Donc Medtronic. Medtronic. PLC. Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Bon, regardons déjà un petit peu plus long terme. Oula, ça fait des dégâts là, récemment. C'est un peu comme un Biomed, visiblement, ils ont fait la chute pendant le coronavirus, qu'il fallait probablement profiter. Bon, probablement, maintenant on le sait déjà. Donc du coup, à plus long terme, je vais me cacher pour une seconde pour que vous puissiez mieux voir le graphique.
Alors bon, une société qui depuis 2015, en 2016, il reste dans ce canal. Donc là, je vais dessiner quelque chose. Check. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sideways market. Vous voyez, donc là, donc pas très horizontal, mais cette société, elle est presque horizontale. Alors, et donc là, elle est sortie du canal au début de l'année 2020. Et elle est rechutée pendant la crise de coronavirus, juste en touchant, vous voyez, donc là, c'est particulièrement bien vu au niveau de l'analyse technique, c'est que il s'est arrêté exactement au plus bas du canal, donc c'est là. Donc là, elle s'est arrêtée là, ça c'était le plus bas du canal, et pendant la reprise, elle est remontée au plus haut du canal. Bon, vous voyez, donc elle suit vraiment ce canal pendant des années et des années. Je ne vois pas pourquoi, selon leurs résultats, elle pourrait ne pas... Même si c'est une belle entreprise, je trouve que vraiment, au cours actuel, c'est une excellente opportunité de short, honnêtement, parce que ça m'étonnerait qu'il repasse là, vu qu'il a des bénéfices par action qui sont en train de baisser, donc, et ces entreprises elles sont quand même assez, c'est pas Netflix, donc il y a quand même du raison dans l'investissement, donc je pense que cette entreprise va faire ça plutôt que continuer la hausse. Donc probablement pour moi, c'est une opportunité de short, vraiment, à court terme, même si c'est une entreprise très intéressante, et opportunité de racheter autour de 72-75. Je pense que vous savez ce que je vais faire. Je vais rajouter cette entreprise dans mes portefeuilles. Bon, je l'appelle C, mais ça ne va rien dire. C'est bon. Et je vais mettre peut-être une alerte si elle bouge en dessous de 75. Et je vais revenir vers cette vidéo pour me rappeler pourquoi j'ai voulu l'acheter à moins 75%. Bon, 75, moins 75 $. Je pense qu'à 75 $, ça va être intéressant, mais par contre, il faudra évidemment regarder les fondamentaux de cette entreprise, parce que bon, voilà. Bon, passons à autre chose. Donc, la troisième société, on va rester sur le secteur de pharma. Donc, ça sera Sanofi. Je pense que tout le monde en France la connaît. La connaît, pardon. Vous savez, je suis étranger à la base, donc parfois je fais des erreurs en langue française. Je m'en excuse. Donc Sanofi, donc là il y a beaucoup de hype, de buzz autour de cette entreprise parce qu'ils cherchent aussi des vaccins, comme un peu tous, contre le coronavirus. Et du coup, évidemment, il faut faire attention parce que aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement imprévisible, on ne peut pas savoir. Et c'est une entreprise, elle frôle des niveaux les plus hauts. Et par contre, quand moi je voulais toujours avoir, et je pense toujours que dans votre portefeuille principal, il faut avoir du healthcare, des entreprises de secteur pharmaceutique. Mais par contre, pour les choisir, il faut être assez vigilant. Donc moi, je regarde les rentabilités, comme d'habitude, mais il faut quand même voir que l'entreprise ait des avantages concurrentiels et que cette entreprise ne soit pas que leur succès ne soit pas basé sur quelques produits concrets et où, par exemple, une mauvaise nouvelle sur ce produit peut vraiment détruire l'intégralité de leur business model. Donc, ce n'est pas le cas normalement pour Sanofi, mais Sanofi m'a pas plu. À l'époque, quand je fais l'analyse de secteur, je choisis Roche Holding et je ne regrette pas parce que c'est une entreprise extrêmement rentable suisse. Et donc là, c'est une des meilleures performances, peut-être même la meilleure que Abemed d'ailleurs, que j'ai oublié de cette entreprise parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et elle m'a plu beaucoup plus que Sanofi. Et même Sanofi, moi je l'ai mis à la fin de la liste au niveau de rentabilité. Si je me souviens mes analyses d'il y a un an à peu près, il y a des entreprises allemandes, Merck et Bayer, qui étaient beaucoup plus rentables. Mais Bayer, elle était dans une bémol, en fait, leur round-up et le rachat d'une société américaine qui s'est très mal tournée. Donc c'était une situation particulière pour Bayer. Mais vu que vous me posez la question sur Sanofi, je regarde Sanofi même si cette entreprise à la base ne m'intéresse pas. Donc 33% de PER, c'est énorme en fait pour cette entreprise. Donc moi je pense qu'il doit être valorisé légèrement moins que ses concurrents allemands et suisses.
à cause de sa rentabilité relativement faible, vous allez voir. 3 ans de chiffre d'affaires, la valorisation, ça ce n'est pas étonnant. Marge grosse, 68%, c'est énorme, mais marge nette, ben, le business, elle est quand même, le coût de leur business structure, elle mange quand même une grande partie de leur marge potentielle. Et voyez pourquoi je ne l'ai pas dans le portefeuille, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas rentable en fait. Elle est rentable à moins de 5% compte tenu de la dette, et pour moi, c'est pas intéressant. Après, on peut avoir un intérêt spéculatif s'il trouve un vaccin contre le coronavirus, donc il faudra remettre en cause tous les chiffres. Parce que si ça se trouve demain que Sanofi sera le leader dans la vaccination, le traitement de Covid-19, dans ce cas-là, oui, effectivement, parce qu'il faudra oublier tous ces chiffres-là, parce que elles vont s'exploser très prochainement, parce qu'il faudra vacciner tout le monde entier. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi pour mon portefeuille, mais si par exemple, vous pouvez avoir une approche sur la healthcare qui est un petit peu style ETF. Je crois que j'ai une vidéo sur ma chaîne qui est déjà assez ancienne, je vais la coller en fait à ce moment, c'est à 25e minute, où je parlais comment investir dans la healthcare. Je suis désolé, je crois que c'était une vidéo qui n'a pas trop réussi parce qu'au niveau de qualité de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est assez intéressant parce que vu que vous ne pouvez pas prévoir les mauvaises nouvelles pour ce secteur, parce que ça peut être complètement inattendu, on n'a aucun contrôle sur ce news flow, on ne peut pas le forecaster, il faut avoir... Donc, c'est-à-dire que vous pouvez construire votre propre style ETF, mettre un petit peu de toutes les pharmaceutiques qui sont cotées, qui sont connues, comme Merck, comme Roche Holding, comme Sanofi, comme vous pouvez aller mettre quelques biotech qui sont déjà assez grosses, vous pouvez mettre les homéopathies. Toutes ces sociétés qui sont leaders dans leur secteur sont des grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer ou Johnson & Johnson. Comme ça, vous allez être exposé sur le secteur en entier ou acheter, si vous avez un petit portefeuille, acheter un ETF pour simplifier et minimiser vos frais. Donc voilà, je pense que dans ce cas-là, effectivement, si vous avez cette approche, dans ce cas-là, Sanofi peut avoir sa place dans le portefeuille diversifié sur le secteur pharmaceutique. Et concernant les dividendes, et c'est probablement une des raisons où j'ai hésité pour acheter ou ne pas acheter Sanofi pour mon portefeuille personnel, c'est 3,5% au jour actuel où nous vivons dans le contexte des taux négatifs. C'est vraiment très intéressant. C'est une entreprise qui est capable de payer ses dividendes de manière, bon, certaines pas, mais de manière assez pérenne. Donc voilà. Maintenant, nous allons regarder l'analyse technique, mais je pense que cette entreprise elle est proche de ses plus hauts. En tout cas, l'histoire récente de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Donc là, on est proche des plus hauts. Mais c'est tout simplement parce que cette entreprise, elle a subi le bon news flow positif sur les espoirs de trouver un vaccin contre le corona. Si vous allez regarder le hold, donc ça c'est l'ancienne de très long terme depuis les années 90. Donc effectivement, Sanofi aujourd'hui, il est proche de ses plus hauts. Donc le plus haut, il était à 100 $ presque. Donc 100 $, ça doit être un niveau vraiment intéressant à surveiller, mais aujourd'hui, il faut quand même pas faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup d'espoir, des fantasmes autour des entreprises de healthcare. Et healthcare n'a pas trop souffert pendant cette crise de mois de mars, de mois d'avril, parce que évidemment tous les yeux ont été rivés vers ce secteur pour trouver la solution contre la pandémie que nous sommes toujours en train de vivre. Voilà, donc là je pense que après pour investir ou pas sur cette entreprise, après si vous avez analysé le dossier, vous pensez qu'il y a des chances qu'il va dépasser les autres concurrents comme Johnson & Johnson, comme Gilead, comme Roche Holding, qui font tous à peu près la même chose. Mais pour moi, c'est un pari assez risqué à jouer. Donc parce que s'ils ne le trouvent pas, évidemment, Sanofi va revenir vers ses moyennes, vers 75 $. Vous allez déjà se prendre une petite claque sur la bourse. Donc honnêtement, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas cette entreprise, ni pour des raisons de rentabilité, ni pour des raisons techniques. Après, si vous connaissez un peu plus le dossier, probablement, il peut y avoir des raisons. Si vous voyez des raisons d'acheter Sanofi maintenant, dites-moi dans les commentaires. Comme ça, on pourra en partager et discuter plus concrètement. Pour la suivante société de cette vidéo, nous allons rester toujours dans le secteur médical, donc une nouvelle biotech française, encore une fois. Donc là, bon, parce qu'on est en France, on me posait beaucoup de questions sur la société française, je découvre plein de trucs.
C'est Nanobiotics, ça c'est un spécialiste de traitement de cancer dans le nanotechnologie. Après, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas vous le donner les détails sur le fonctionnement de cette entreprise. Donc on applique à peu près la même stratégie comme on a vu pour les autres biotech. Donc on regarde d'abord la taille de la biotech. Déjà le prix nous indique que ça doit être une biotech plus petite peut-être, parce que bon, vu que l'action coûte seulement 8 euros. Donc oui, effectivement, donc c'est une très petite entreprise, donc même pas 200 millions d'euros. Donc elle est en perte, donc évidemment, et elle est en train de développer une technologie pour le traitement de cancer très particulière. La réussite de cette technologie va déterminer la réussite de cette entreprise. Exactement la même chose qu'on a vu pour GenFit. Exactement le même raisonnement. Il faut, si vous croyez dans cette technologie, il faut l'avoir. Il faut mettre un petit peu d'argent dessus. S'il réussit, il va vous faire X fois votre mise, il va exploser votre portefeuille. Probablement, c'est elle qui va faire le succès de votre investissement. Mais vous ne pouvez pas le savoir en avance, bon, évidemment. Et c'est bon, regardez encore une fois, vu que c'est une société en perte, regardez les fondamentaux, ça ne sert presque à rien. Donc on peut quand même le faire. Ouah, ouf. Bon, là, je pense qu'il y a quelque chose de. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment au tout début, donc c'est le moins que je puisse dire. Donc ça, bon, évidemment, c'est une entreprise qui est encore moins stable que GenFit. Donc, bon, je vais regarder déjà le chiffre d'affaires, parce que ici c'est que le chiffre d'affaires qui compte, combien, pour savoir au moins s'ils vendent quelque chose. Donc, parce qu'il y a des sociétés qui ne vendent rien, ils font que consommer l'argent qui soit collecté d'après les banques, soit des business angels qui en sont investis, ou vous qui ont acheté ces actions, donc et qui ne gagnent rien du tout encore. Donc depuis 2016, ça ne cesse de baisser, donc ce qui est très déjà surprenant pour une entreprise qui est censée augmenter. Donc visiblement, leur business model ne fonctionne pas très bien. Donc ils sont passés, ils ont vraiment à presque zéro chiffre d'affaires. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, oups là, Nanobiotics. Voilà, si, c'est là. Voilà. Bon, comme d'habitude, le parcours d'une biotech, c'est impressionnant. Donc, c'était introduite en 2013. Bon, en 2014 aussi. Visiblement, il y a eu pas mal d'IPO en 2014 pour les biotech. Je vais prendre quand même un truc daily, là, parce que... Déjà, voilà. Donc là, le parcours vraiment typique, là, elle s'est introduite... Non, elle est introduite en 2012. Et donc là, visiblement, elle a eu une bonne nouvelle. Donc là, franchement, voyez comment la biotech, comment ça peut changer dans votre portefeuille. Donc là, elle est passée de 7 $ à presque 30, à plus de 30. Donc vraiment, elle a fait X fois votre mise. Et pendant des années, il a évolué dans un canal assez horizontal. Donc visiblement, c'était une période des différentes recherches, etc., etc. Donc c'est vraiment un parcours très typique pour une biotech. Donc, et là, ce canal, il poursuit toujours être dedans. Et là, elle est descendue en 2019. Et elle est repartie à la baisse. Et maintenant, visiblement, il y a... Attendez, c'est quoi? Bon, là, pendant le Covid, elle est baissée jusqu'à 3. Et maintenant, elle a repris. Mais clairement, la société, le marché ne croit pas trop dans ces sociétés. Donc ça, c'est assez évident. Donc maintenant, nous sommes, si je prends un graphique plus récent, oh merde, pardon. Donc là, on est clairement, on avance dans un canal qui est encore une fois, bon, cette société, ça se voit qu'elle est très sensible au niveau paradoxalement. Pour les biotech, c'est pas toujours le cas. Donc là, elle a évolué dans un seul canal pendant des années. Maintenant, on est en train de revenir vers un canal où la barre haute est située vers 9,50. Donc on est encore assez loin. Donc il y a encore du potentiel pour la hausse. Mais clairement, il ne va pas le dépasser. Il va encore revenir après à la... Moi, je serais neutre par rapport à cette entreprise parce qu'encore une fois, c'est un pari poker. Donc c'est tout ou rien. Donc il faut miser avec une petite somme sur ce type de business. Vous pouvez prendre le risque dessus. Si c'est un bon moment... Si vous êtes à long terme, si vous croyez, donc pour une entreprise comme ça, vendre 30%
de plus-value, c'est pas énorme parce que si ça marche, si votre investissement marche bien, dans ce cas-là, vous allez faire bien plus. Elle va exploser jusqu'à 30, 40, voire 100 euros si le business réussit. Donc après, tout le pari, il est là. Donc quand vous investissez ici, c'est pas pour rester dans ce canal. Donc c'est pas les sociétés sur lesquelles il faut spéculer, il faut juste les mettre dans un portefeuille bien particulier qui est orienté aux petites biotech d'avenir, les technologies d'avenir. Donc voilà, moi je les vois comme ça. Pour moi, c'est venture capital. Il ne faut pas tellement regarder les bourses, il faut investir le montant que vous êtes prêt à perdre. Voilà, si l'entreprise disparaît. Et à la fin de cette vidéo, qui était très très médicale, je vais vous parler d'une société d'un autre secteur qui n'est pas méconnue, qui est ma société de rêve, on va dire. Je vais vous parler d'une stratégie, je vais vous ouvrir une stratégie secrète que je ne voulais pas évoquer sur cette partie de ma chaîne qui va, j'espère, évoluer. Si vous me mettez des likes, ça va évoluer plus vite. Merci encore, c'est pour ceux qui n'ont pas fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait, merci aussi d'être là, mais pour ceux qui ont fait, merci de mettre en like. C'est Microsoft. Et oui, le fameux Microsoft que j'arrive jamais à voir dans mon portefeuille, mais je vais vous dire comment on peut quand même gagner de l'argent dessus. Ça sera une stratégie pour les investisseurs confirmés. Donc, vous allez voir, c'est une société qui va encore exploser, je suis certain. Donc, on va avoir 200, 300, 400, je pense, pour cette entreprise. Parce que là, ils vont sortir un truc, leur nouveau Windows qui va être entre les tablettes et les desktops. Ils sont positionnés sur cloud, ils sont positionnés sur l'intelligence artificielle. Donc, ils sont positionnés partout et dans beaucoup d'endroits, ils sont leaders. Donc, vraiment une entreprise de rêve. Donc là, elle va valoriser cher, donc 10 ans de chiffre d'affaires, donc grosse marge, 68%, et pour la marge nette, ça reste 31%, c'est énorme, sachant qu'ils ont énormément de investissement dans R&D, donc recherche et développement. Donc c'est une entreprise qui, même avec tout ça, elle garde des marges fantastiques. C'est vraiment l'argent qu'ils gagnent, c'est vraiment, je trouve, indécent parfois, parce que vraiment, quand on regarde, ça me fait sauter au plafond. Rentabilité sans tenir compte de la dette, 41% et 20% avec la dette, donc la dette ne doit pas être... Bon, il y a un petit peu, je pense, bon, 65%, mais là, ils peuvent, ceux qui peuvent financer n'importe qui. Donc, bon, les dividendes, il y a très peu, comme beaucoup de technologies, mais il y en a déjà, donc ça c'est bien. Parce que pour beaucoup de technologies américaines, il n'y a pas. Donc il n'y a rien à dire, c'est une société de fous, c'est la catégorie A sans aucun doute. Mais pour les acheter, il faut profiter. Il baisse rarement cette entreprise. Je vais vous donner une astuce qui mérite un gros like. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont allés jusqu'à là, ils vont découvrir une stratégie excellente pour ces genres d'entreprises. Donc voilà. Donc ça, bon, ça c'est, non, c'est pas du long terme, mais c'est quoi? C'est donc là, elle a chuté, donc elle avait une opportunité à 138. Bon, pourquoi je l'ai pas acheté? Je sais pas. Je veux pas faire de conclusion sur mon courage, mes capacités d'agir pendant les crises, mais je commence à m'en douter quand je vois ça et les perspectives de cette entreprise. Tout était évident. Or, la fin du monde, bon, maintenant, la société, je ne sais pas où va s'arrêter. Donc là, elle a dépassé ses niveaux plus hauts historiques. Donc, on peut regarder les niveaux, mais bon, bref. Donc là, pour moi, à moins qu'on commence à rebaisser sur le marché financier, donc il va facilement aller tester beaucoup plus haut, quoi. Il va dépasser 200, sans aucun doute, si les marchés ne se retournent pas brutalement. Donc c'est une société qu'on peut, bon, faut acheter. Bon, maintenant, quelle est la stratégie que je voulais vous parler? Donc, une stratégie, les actions comme Amazon, comme Google, comme Facebook, comme mon Facebook peut-être un petit peu plus volatile, Apple, genre des sociétés, Microsoft typiquement, qui ne font que monter, on peut quand même gagner de l'argent. Il faut juste que vous déterminiez votre point d'entrée. Donc pour moi, le point d'entrée dans Microsoft, aujourd'hui, je le situe à 150 $ à peu près. 150 $, je l'achète. Donc évidemment, ça me laisse encore 25% de baisse, et Microsoft, elle ne baisse pas souvent de 25%. Donc pendant la crise de Corona, oui, mais si vous regardez sur une échelle plus grande, donc cette baisse de coronavirus, bon, certes, c'était fort, mais on est resté quand même très, 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 très haut. Donc voilà, et là, c'était largement exagéré. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez vendre les options put.
Je vais vous expliquer. Les options put, c'est un droit de vendre au prix donné. Donc aujourd'hui, l'option put de 500 $, elle sera hors argent, donc out of the money, comme on dit. Elle n'aura pas de valeur intrinsèque parce que le strike de 150 se trouve en dessous du marché actuel. Donc ça vous laisse... c'est-à-dire quoi? Ça veut dire si vous avez par exemple une option put sur Microsoft au prix de 150, donc ça veut dire si elle chute en dessous de 150 $, vous serez obligé à l'expiration d'acheter les actions Microsoft, le lot des actions Microsoft, pour le prix de 150 $ l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être pour les débutants, ça peut être un peu technique, mais dans tous les cas, en gros, c'est votre obligation de vendre. Mais si vous avez vendu les puts, dans ce cas-là, vous devrez acheter. Parce que ça veut dire que quelqu'un a acheté votre put, et donc vous allez faire face à votre engagement vis-à-vis ce contrat d'option. Donc si vous avez shorté le put à 150 strike, donc c'est-à-dire que vous devrez à un moment donné le racheter si les prix baissent en dessous. Mais la philosophie de gestion de portefeuille est telle que moi je veux l'avoir à 150. Donc si ça baisse en dessous, je vais l'acheter à 150 moins la prime de l'option que j'ai touchée en vendant cette option. Quand vous vendez l'option, et elle coûte genre peut-être on va dire 2 $, vous allez toucher ces 2 $ sur votre compte. Donc cela veut dire que votre compte va être crédité de cet argent. Mais et si l'option expire worthless, donc ça veut dire sans argent, donc si Microsoft continue à monter, ce qui est fortement le cas, donc il est très peu probable qu'elle baisse de 25%. Donc dans ce cas-là, vous allez juste garder votre prime de cette option que vous avez vendue, elle va expirer sans valeur, et vous allez gagner une somme fixe. Ensuite, qu'est-ce que vous faites le mois prochain? Parce que là, il y a des expirations tous les mois. Donc le mois prochain, vous faites la même chose. Aussi, imaginons que Microsoft sera à 250. Dans ce cas-là, vous mettez votre option put à 180 si vous voulez. Vous vendez votre option put 180, vous touchez encore une fois la prime. Si Microsoft continue à monter, vous allez toucher encore le mois suivant encore cette somme. Et vous pouvez continuer ça très très longtemps pour des valeurs comme Amazon et comme Microsoft qui ne font que monter. Mais si un jour ça baisse énormément, vous serez obligé de rentrer dans cette position, mais de toute façon, vous voulez le faire. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, moi je veux avoir Microsoft pour 150 $, et ça sera le cas. Donc c'est une stratégie, on va dire, presque miracle, parce que vous gagnez dans tous les cas. Parce que, bon, évidemment, vous ne gagnez pas de point de vue flux financier, mais vous gagnez de point de vue votre stratégie. Parce que si vous êtes convaincu que vous voulez avoir Microsoft dans votre portefeuille, comme c'est mon cas, vous savez quel est le prix pour lequel vous êtes prédit de l'acheter. Donc, dans un scénario négatif, entre guillemets, vous allez l'avoir pour le prix que vous voulez. Si, dans le scénario positif, encore une fois, entre guillemets, c'est que l'action n'a pas baissé, ça n'a pas touché votre niveau, et vous avez quand même encaissé votre prime. Et vous pouvez continuer à suivre cette valeur de cette manière et gagner tous les ans des revenus passifs sur ces entreprises. J'espère que cette idée mérite un like. Donc, posez-moi des questions. Je pense que ça n'était pas très clair pour beaucoup d'entre vous parce que je pense que les options, c'est un sujet très particulier. Quand je vais développer la chaîne, je vais parler plus, je vais créer certainement une espèce d'une communauté des traders professionnels où on va évoquer les options et des stratégies. Ça, c'est une stratégie très simple des options, on va dire, parce qu'il y en a bien plus compliqué que ça. Mais déjà, en fait, pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que c'est la seule stratégie, on va dire, où que vous pouvez coupler avec la stratégie de gestion de portefeuille classique. Et ça, c'est vachement intéressant dans ce point de vue-là, quand vous n'arrivez pas à acheter une action parce qu'elle ne fait que monter, elle ne touche jamais votre niveau d'entrée. Et ça, cette stratégie vous garantit des stops. Parce que, en fait, en gros, vous allez jamais avoir une situation quand vous avez manqué en stop de quelques centimes. Donc il y a toutes ces stratégies qui sont liées qui tournent autour des options qui vous permettent d'optimiser les points d'entrée et optimiser la performance de votre portefeuille. Voilà, donc ça c'est la dernière société que j'ai vue, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, mettez-moi des likes pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Vous avez le lien PayPal, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, merci énormément pour ceux qui m'ont fait des virements, ça me fait énormément plaisir.
j'enregistre pas énormément de vidéos parce que pour être honnête, j'ai un petit problème personnel en ce moment et j'ai pas beaucoup de temps et de pêche pour enregistrer des vidéos. Mais en tous les cas, merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour votre participation à la chaîne. Et je vous souhaite tout le meilleur. Mind the Cash, à très bientôt.